speaker. Voilà, je vous demande de l'ovation. Voilà. Olivier, nous t'accordons une vingtaine de minutes pour nous présenter tout ce que tu sais. On va prendre un peu, mais en 20 minutes pour permettre aux autres de venir. Et après ça, on va procéder à des échanges, questions-réponses. Merci. Merci. Allô. Bonsoir à vous et merci d'avoir fait le déplacement pour participer au vendredi du DCP. Alors, le vendredi du DCP, comme M. Boris l'a signifié, c'est un concept que le cabinet groupe DPSE, Data Privacy Solutions Expert, spécialisé dans la protection des données à caractère personnel, a mis en place pour essayer de pallier un peu à l'absence, je dirais, de cadre d'échange sur la protection des données à caractère personnel. Ça a été signifié tout à l'heure, nous en sommes à la seconde édition. La première édition était plus générale. On a essayé de présenter le sujet. Mais cette édition-là, cette seconde édition, a un thème. Un thème qui est l'actualité. Celui de la protection de la vie privée sur Internet. Alors, l'idée, avant qu'on commence à échanger, parce que l'intérêt de cette rencontre aujourd'hui, c'est qu'on échange. On essaie de sortir un peu des cadres formels de l'entreprise pour essayer de trouver des sujets qui nous correspondent ou du moins qui portent sur les réalités que nous vivons en termes de données à caractère personnel en tant qu'individu déjà. Alors, il y aura d'abord cette petite présentation pour bien situer le thème et le sujet, pour nous donner aussi matière à échanger, à discuter. Ne répétez pas beaucoup. Toutes les questions que vous avez, tous les points sur lesquels vous voulez échanger concernant la protection des données à caractère personnel, je pense que c'est le lieu indiqué pour le faire. Alors tout au long de cette présentation, nous allons essayer de comprendre un petit peu le contexte et les enjeux qui se jouent derrière cette question de protection des données à caractère personnel déjà, et protection de la vie privée. Nous allons aborder très rapidement la question du cadre juridique. Nous allons aussi essayer de comprendre la nature des menaces qui pèsent sur la protection de notre vie privée et bien évidemment les solutions qui se présentent à nous pour y faire face. On verra qu'il y a des cas où on peut agir nous-mêmes, mais il y a des menaces qui nous échappent totalement. Ou à ce niveau de cas, ce n'est plus nous en tant qu'individus qui pouvons agir, ce sont les législations qui sont mises en place qui peuvent nous aider à avancer. Alors, la question de la protection de la vie privée, elle baigne essentiellement dans le contexte de la révolution avec son lot d'évolution technologique et le développement du Internet. Est-ce que vous vous souvenez de ces appareils? Je sais que ça date de longtemps. Voilà. À cette époque-là, l'utilisation de l'outil informatique était très limitée. Chacun vient, il fait le travail qu'il a à faire et il se fait. Il n'y avait pas de personnalisation, je dirais, de cet outil-là. Et avec l'essor des nouvelles technologies, aujourd'hui, l'outil informatique est accessible à tout le monde. On a un minima, un portable, un laptop, une tablette. Et ces outils-là nous appartiennent, nous, en tant que personnes. Donc, c'est personnalisé. Et le développement d'Internet va conduire, ou du moins a conduit à ce que les spécialistes s'accordent à appeler la révolution informationnelle. Internet a carrément changé l'utilisation de l'outil informatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure par le passé, les tâches étaient bien précises. On utilisait l'outil informatique pour faire des calculs. Mais aujourd'hui, la donne a changé radicalement. On échange énormément d'informations. SMS, mail, applications, objets connectés, réseaux sociaux. Chaque jour, c'est des milliards d'informations qui sont échangées. Et ça a donné lieu à une nouvelle génération
utilisateurs d'Internet qu'on appelle la génération Web 2.0. Ce sont les internautes de nos actifs. Ils produisent du contenu. Des vidéos, des textes, des photos, énormément de contenu sur Internet, et la place de choix est réservée aux réseaux sociaux sur lesquels on est présent de façon continue. Toutes ces échanges qui sont menés donnent lieu à des circulations massives de données. Mais Internet est un environnement hostile. Il n'y a pas véritablement de réglementation en tant que telle, et ça aboutit à un souci particulier, celui de l'absence de contrôle des données personnelles. Les données personnelles, on ne peut pas faire cette présentation sans en parler, c'est toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique. La donnée personnelle n'est pas en elle-même la vie privée. Disons que la donnée personnelle, c'est l'information privée. Excusez-moi, la donnée personnelle, c'est l'information qui va venir révéler la vie privée. Et c'est important de faire. Je disais tout à l'heure que la donnée personnelle, c'est l'information qui va révéler la vie privée. Et la vie privée, elle correspond à quoi? À la vie intime d'une personne. Généralement, on parle là tout ce qui est vie sentimentale, liaison, ainsi de suite, les relations sexuelles, la vie familiale, toutes les correspondances au sein de la famille, la domiciliation, les représentations photographiques qui sont faites généralement dans les lieux privés. C'est là que se pose toujours cette question de droit à l'image. La situation financière, par exemple, ce sont des informations qui rentrent dans le cadre de notre vie privée. Je pense que lorsque vous êtes en entreprise, il n'y a aucun de vous, je ne m'en ai à couper comme dirait l'autre, qui va prendre le risque de donner l'information sur sa rémunération, même à son meilleur ami. Parce que ce sont des informations privées. Vos souvenirs personnels, anecdotes et confidences, vos convictions politiques et religieuses, leur état de santé, toutes ces informations-là, des données personnelles qui donnent, qui révèlent un petit peu votre vie intime. Alors, ce qui est là, il y a encore d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Dès lors que ces informations-là viennent révéler votre vie intime, elles rentrent dans le cadre de votre vie privée. Alors, ces données, une fois qu'elles elles ont été identifiées comme données personnelles, elles rentrent sous le cadre de la loi 2013-450, la loi ivoirienne sur la protection des données à caractère personnel. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que toute personne qui est amenée à traiter ces informations-là doit en garantir la confidentialité et l'intégrité. Toute immixtion non autorisée dans ces domaines que je viens de citer là constitue une atteinte à la vie privée. Et la vie privée, ou du moins l'atteinte à la vie privée, c'est divulgation d'informations à caractère personnel, d'informations liées à la vie privée, sans l'autorisation expresse de la personne concernée. Bon, dès lors que vous donnez votre consentement, on considère qu'on est plus dans un cadre privé. Il se peut aussi que ce soit le résultat d'une obligation légale ou des révélations qui sont faites par rapport à une œuvre historique. Et dans le cas aussi des personnes décédées, ça ne rentre pas en compte dans les atteintes à la vie privée. D'ailleurs, dans la définition de la donnée à caractère, il est indiqué que c'est toute information qui permet d'identifier une personne physique. Une personne physique, c'est-à-dire une personne vivante, pas les personnes décédées. Elles n'ont pas en ligne de compte dans la protection de données à caractère personnel. Et bien évidemment, l'autre cas d'exclusion, c'est les informations liées à l'actualité. L'enjeu pour nous, ici, il a trait à la protection d'un droit fondamental, le respect de la vie privée. Alors, j'ai sorti cet article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, déjà parce que voilà un sujet sur lequel ils ont penché en 1948, alors même qu'à cette époque,
il n'y avait pas encore cette ligne fine qu'il y a aujourd'hui entre la vie privée et la vie publique. Il n'y avait pas encore le premier ordinateur, il n'y avait pas les outils que l'on connaît aujourd'hui, mais déjà cette question se posait à l'époque. Et il est indiqué dans cet article que nul ne sera l'objet d'émission arbitraire de sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur. Et c'est ça qui est le sujet aujourd'hui. Parce que la problématique qui se pose derrière, quelle est-elle? Aujourd'hui, on est sur Internet et c'est devenu tellement facile pour tout le monde de à la vie privée. Il n'y a pas véritablement de confidentialité sur la toile. Il n'y a pas vraiment de règles contraignantes. On verra un peu plus en détail tout à l'heure. On s'aperçoit généralement qu'il y a des collectes massives de données sans autorisation, une surveillance généralisée. Autant de risques qui nous amènent à nous poser la question de savoir, mais en fait, comment on fait finalement pour garantir le respect de notre vie sur Internet? Comment on fait pour avoir un tant soit peu contrôle sur notre vie? La vie privée, en fait, moi particulièrement, est dans le cadre juridique, est régie par déjà l'article 1382, qui est sur la responsabilité civile. On verra que c'est un article qui est un peu large. Il porte sur les dommages. C'est bon? Ok. Bon, on me fait comprendre que je peux parler sans micro. Je pense que ça sera plus intéressant pour tout le monde parce que c'était jusque-là un peu complexe. Alors, ma voix porte jusqu'au bout? D'accord. Alors, je parlais de l'article 1382 qui est sur la responsabilité civile. Lorsque vous avez subi un dommage, vous le faites valoir. De façon plus spécifique, la loi ivoirienne 2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel et sa loi jumelle, comme j'aime bien l'appeler, la loi ivoirienne 2013-451 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Ça, ce sont nos lois nationales, mais au niveau international, il y a un règlement, le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, qui fait pratiquement office de règle internationale, je dirais. C'est un règlement européen, mais véritablement, il n'y a pas aussi contraignant que ce règlement-là. Il tend à s'appliquer. D'ailleurs, même, il y a une norme ISO sur les données à caractère personnel sur la base de ce règlement général, le RGPD. Généralement, c'est ce que vous allez entendre, le RGPD, qui est rentré en vigueur en mai 2018 et qui fait que la plupart des entreprises se doivent de se mettre en conformité au risque de devoir payer des sanctions qui sont relativement lourdes quand même. Chez eux, en Europe, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Ici, dans les sanctions, ça va jusqu'à 5% du chiffre d'affaires global dans la limite de 500 millions de francs CFA. Et ce cadre juridique, il est important parce que très souvent, on se retrouve confronté à ces menaces-là sur la vie privée. Et quelles sont-elles? J'ai essayé un petit peu de les rassembler, de les catégoriser pour qu'on puisse mieux saisir leur nature. Déjà, ce que j'ai appelé les risques institutionnalisés. Ça, c'est vraiment des risques qui nous échappent. C'est des décisions qui sont prises en dehors de nous, au niveau des États. Et dans ce cadre de figure-là, on va être amené à parler de surveillance de masse des données. Et l'exemple le plus probant quand on commence à parler de cette question de surveillance de masse, je pense que vous le connaissez tous, Edward Snowden, qui à un moment donné, il était analyste à la NASA, pas à la NASA, à NSA, pardon, et il a dévoilé un programme qui avait été mis en place par les autorités américaines, pour un programme de surveillance généralisée, où pratiquement tous les mails, tous les SMS, toutes les communications qui étaient sur Internet étaient épiées d'une certaine façon. Et ça a été rendu possible à cause des actes terroristes du 11 septembre. À partir de là, l'administration américaine a donné le quitus au service secret, au service de renseignement américain, d'aller regarder dans toutes les bases de données des entreprises américaines. Autre exemple en matière de surveillance de masse des données que je peux donner, c'est, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, je ne sais pas, sur Internet, ClearView AI. C'est une application qui est en fait une banque de données de tout, en tout cas de beaucoup d'images sur Internet.
on sait à partir de votre image, par exemple l'image de M. Boris, que je rentre dans l'application, toutes les images correspondant à M. Boris vont ressortir de suite. Et ça, en ce moment même, il y a un tollé dessus parce qu'il y a les organismes qui sont en train de dire que c'est très intrusif dans la vie privée des uns et des autres. Donc, les discussions sont en cours en ce moment par rapport à ça. Le scandale Cambridge Analytica, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est une grosse fuite de données qu'on avait constatée en 2018 chez Facebook. Et le président de Facebook, Mark Zuckerberg, a dû s'expliquer en long et en large sur les raisons de cette fuite qui, au final, ont laissé passer pratiquement les données de plus de 80 millions de personnes connectées à Facebook. Alors, point très important aussi que je vais aborder là, celui du capitalisme de surveillance. Le nom est un peu barbare comme ça, mais en fait, l'intérêt derrière, vous allez le voir, c'est un intérêt purement économique. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur les sites internet, qu'est-ce qui se passe? On vous demande tout de suite de choisir la politique de cookies que vous voulez. C'est devenu automatique. Par le passé, ça ne l'était pas. Les cookies fonctionnaient en arrière-plan. Et la particularité du cookie, c'est laquelle? C'est de pouvoir relever des informations vous concernant, des informations de navigation, ainsi de suite. Du coup, dresser un profil commercial de vous. Et ce profil-là est vendu à des entreprises à des fins de ciblage publicitaire. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là, de faire une recherche par rapport à un produit, un service que vous voulez, et puis peu de temps après, vous constatez que ce que vous avez recherché peut-être il y a quelques temps, il y a quelques heures ou bien il y a 30 minutes de cela, vous revient sous forme de publicité sur une autre page. C'est ça qu'on appelle le reciblage publicitaire, la publicité ciblée. Il est question pour ces entreprises-là de nous vendre des produits dont elles sont pratiquement sûres auxquels on va adhérer. Mais comment je fais en tant qu'entreprise pour m'assurer que vous allez être intéressé par mon produit? Je vais récupérer ces informations là où vous ne savez pas que je les récupère, je les analyse et je commence à vous envoyer des produits qui correspondent à vos goûts. Mais vous ne savez pas que je sais. Vous voyez? Ça tourne un peu à la... Le mot est fort, manipulation, je veux dire, mais c'est presque ça. Et ça, jusqu'à présent, c'était caché. On ne le savait pas. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi des entreprises comme Facebook, et on est tous d'accord que Facebook est gratuit, et pourquoi des entreprises comme Facebook, Twitter sont aussi riches? Aujourd'hui, Facebook pèse plus que les États. Alors que l'application Facebook, elle est gratuite. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un ait terminé à payer quoi que ce soit pour utiliser Facebook. Mais Facebook, c'est pratiquement 2 milliards d'utilisateurs. C'est une manne financière pour ces entreprises parce que dedans, c'est autant d'informations qu'on analyse et qu'on vend. Et aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. Ce n'est même plus votre nom, votre lieu qui intéresse. On est passé à ce qu'ils appellent des analyses prédictives. C'est-à-dire, en fonction de toutes les informations qu'on a sur vous, on sait presque dit, ça ne fait pas de la fiction, mais c'est la réalité, on sait presque dit ce que vous vous apprêtez à faire, les achats que vous vous apprêtez à faire. Vous voyez? Et c'est ça qui coûte beaucoup, c'est ça qui rapporte beaucoup d'argent. Toutes ces entreprises vivent sur la publicité. On pense que toutes ces applications qu'on a au quotidien, elles nous servent. Bien évidemment, elles nous servent. Hein. Moi, quand je dois aller quelque part où je ne sais pas exactement comment faire pour y aller, j'utilise tout de suite Google Maps. Ça me sert. Mais ce que je ne sais pas derrière, c'est que toutes ces informations qui sont retracées, elles peuvent être vendues à des entreprises qui peut-être, si j'ai l'habitude de partir d'un point A à un point B, les entreprises qui sont sur mon circuit, elles sont informées que je passe là assez souvent. Et elles sont informées, elles connaissent ma catégorie d'âge, mon statut, toutes ces informations, je les donne gracieusement sur Internet. Et pas en compte privé, en compte public. Donc c'est accessible à tout le monde. Vous voyez? Et c'est là, je dirais, le plus gros risque. Et c'est ce point en particulier qui fait qu'on est en train de parler des données à caractère personnel, véritablement, parce qu'il y a des entreprises qui, entre guillemets, se font de l'argent sur nos informations personnelles. Et ça, on ne le sait pas. Donc, elles vont être obligées d'essayer de nous épier.
la protection de la vie privée n'a pas vraiment de lieu d'être dans ce cas de figure-là. Et ça va encore plus loin. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle pour aller chercher toutes les informations, les recouper. On peut avoir juste une toute petite information sur vous, mais comme on a ces algorithmes-là qui savent recouper les informations tout de suite, à partir de cette petite information, j'ai tout un dossier qui va sortir sur vous. Et tout ça, bien évidemment, la question de la vie privée, elle est encore à l'eau. Pas tout près de nous-mêmes, parce que là, je suis en train de parler des grandes entreprises numériques et tout. Avec le Covid, on est tous passés, pour la plupart, au télétravail. Et la question qui se pose avec le télétravail, bon, moi, je suis employeur. Tous mes salariés sont couchés à la maison. Je suis inquiet. Je veux m'assurer que chacun d'eux travaille correctement. Et le risque avec ça, c'est qu'il y a des employeurs qui ont commencé à utiliser des fameux logiciels espions pour essayer de voir concrètement, qu'est-ce que leurs salariés font chez eux à la maison. On appelle, quel exemple je peux donner, les keyloggers par exemple, qui voient si vous êtes en train de taper. Il y en a qui peuvent faire des screenshots de votre écran. Bon, il y en a qui sont encore plus vicieux, qui peuvent activer la caméra. Vous voyez, encore une fois, comment c'est complexe sur Internet de pouvoir protéger sa vie privée. Ça fait dans tous les sens. Parce que nos informations intéressent un peu tout le monde. Il y a une autre catégorie de risques que j'ai appelée les risques courants. Ça, généralement, c'est un peu notre faute, des questions de négligence, manque de vigilance, ainsi de suite. On a des mots de passe, comme on ne veut pas se fatiguer, on met date de naissance de celui-là, c'est en 2 lettres ou en 3, et c'est fait. Et les gens arrivent facilement à casser ça, ou bien des mots de passe qu'on partage à d'autres personnes. Après, on ne sait plus comment les gérer. Les logiciels de sécurité qu'on installe, d'ailleurs, même sur les portables, généralement, il n'y en a pas. La seule sécurité qu'il y a sur le portable, c'est le code pour rentrer. Mais après, on ne se pose pas des questions de savoir est-ce qu'il faut installer un antivirus. On ne se pose pas toutes ces questions. Bon, je ne veux pas dire que c'est de la négligence, mais en fait, on ne se les pose même pas, ces questions. Autre risque qu'on appelle le morphing. Le morphing, c'est quoi? C'est une photo qu'on utilise, qu'on détourne de son sens et qu'on publie à nouveau. Et forcément, ça va apporter préjudice aux personnes qui sont concernées. Alors, autre point, les secrets de correspondance. On a été confronté il y a une, 2 semaines à cette problématique-là ici, ce qui a fait un buzz pas possible, je ne veux pas revenir sur ce point-là. Mais là, on s'est retrouvé avec des informations, je dirais, qui en temps normal relèvent de la vie privée, mais qui ont été exposées aux yeux aussi de tout le monde pendant un certain temps. Vous imaginez l'impact derrière. L'hameçonnage, le phishing, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Ça, c'est très vicieux. Parce que le phishing, c'est les hackers qui se font un malin plaisir de vous envoyer des mails en se faisant passer pour des institutions reconnues, vos banques, assurances, et qui vous demandent des informations à caractère personnel. Et vous pensez que vous êtes en train de parler justement à ces institutions-là, et puis sans vous poser des questions, vous renseignez toutes ces informations-là. Le phishing, le problème c'est que ça atterrit directement chez le hacker. Il va se faire un plaisir après d'utiliser toutes ces informations pour pirater vos comptes, vos mails, ainsi de suite. On devient totalement vulnérable. Le doxing, les mots sont un peu amplifiés, mais c'est ce qui est. Le doxing, c'est lorsque je publie des informations sur une personne juste pour pouvoir nuire à cette personne. Vous savez tous, je pense, vous vous rappelez tous, en France de cette personne qui a été, bon c'est un peu horrible à présenter comme ça, mais qui a été égorgée. L'instituteur qui avait fait, pas l'instituteur, c'était un professeur, je crois, qui avait fait, voilà, caricature sur l'islam. Et puis, il y a ces élèves ou d'autres personnes qui ont pris son adresse, son nom, ses références, et qui ont balancé ça sur Internet. Il y avait une fatwa qui était lancée contre lui, je crois. Et ils ont rendu ces données personnelles publiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué, tout simplement. C'est ça qu'on appelle, en termes juridiques ici, le doxing.
Alors, ça, c'est la catégorie des risques courants. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai présenté les principaux risques pour qu'on puisse échanger dessus. Et il y a les risques beaucoup plus subtils. Et là, c'est ce que j'ai qualifié justement de surveillance sophistiquée. Pourquoi? Et là, c'est des cas vraiment très spécifiques. Je pourrais prendre par exemple les photos que l'on prend. Les photos, c'est vrai, il y a l'image, hein, il y a la photo, c'est vrai. Mais derrière, la photo va toujours avec toute une série de données qu'on appelle des métadonnées. Les métadonnées renseignent sur quoi? Sur votre position, le jour où vous avez fait la photo, ainsi de suite. Et généralement, c'est ça qu'on balance sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais on balance la photo avec toutes ces informations derrière. Nous, on ne sait pas. Nous, c'est la photo qu'on balance. Maintenant, ceux qui ont la possibilité de récupérer ces informations-là, généralement même les réseaux sociaux, c'est eux-mêmes qui finalement, vous n'avez pas remarqué, ils arrivent à les classer par lieu, par date de prise de vue, ainsi de suite. Parce que les photos vont avec des informations qui sont derrière. Les risques liés à la qualité des appareils utilisés. Alors ça m'a fait bien rire, parce que on veut avoir toujours l'appareil le plus sophistiqué, hein, celui qui fait les zooms jusqu'à... Mais souvent, dans l'utilisation, le côté sophistiqué de l'appareil peut nous poser des problèmes. Je fais une photo, et puis derrière, vu que j'ai la possibilité d'agrandir, de zoomer comme je veux, il y a des informations qui initialement étaient cachées, mais qui deviennent visibles tout de suite. Il faut faire attention un petit peu à tout ça. Et là, l'exemple le plus marquant que je peux vous citer, c'est... Bon, ce que je vais faire comme geste n'a aucune connotation politique, c'est juste pour vous expliquer ce qui va suivre. Lorsque vous prenez les photos et que vous faites ça, l'appareil capte vos empreintes. Et comme aujourd'hui on a des appareils qui sont sophistiqués, on peut agrandir, zoomer et avoir cette empreinte. Ça a un risque. Bon, je vous conseillerais de faire plus ça que ça. Ceci en passant. Et c'est pareil pour les enregistrements sonores. On enregistre. On est peut-être en assemblée quelque part, mais l'appareil qu'on utilise est tellement fin que finalement, ce n'est pas que notre voix qui ressort. Celui qui a le nécessaire pour décortiquer, on voit tout le temps, il peut savoir que vous avez dit ça, c'est vrai, mais à ce moment précis, il y a quelqu'un d'autre qui était là et qui a dit ça aussi. C'est ce que j'ai appelé la surveillance sophistiquée. On ne le voit pas tout de suite, c'est subtil, c'est caché derrière. Et le croisement des données, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Une petite information sur vous peut me permettre d'avoir tout un dossier sur vous. Parce qu'il y a une interconnexion des fichiers, un croisement des informations qui fait que j'ai l'information que je cherche sur vous. Quelles sont les conséquences et les impacts de toutes ces problématiques qu'on vient de présenter là en termes de protection des données? Et d'abord, l'usurpation d'identité. Enfin, je peux vous dire que ça, c'est très vilain. C'est vilain. Quelqu'un qui, parce qu'il est arrivé à avoir votre identité, l'utilise à votre place. Vous ne savez jamais ce qu'il va faire avec. Vous ne savez pas. Et généralement, ce n'est pas pour faire des bonnes choses. Sinon, il n'allait pas usurper votre identité. Il va commettre des infractions, c'est vous qui allez être interpellé. Il va utiliser pour ouvrir des comptes, des crédits, c'est vous qui allez payer le prix. Ça a gâché la vie de beaucoup de gens, cette histoire d'usurpation d'identité. La divulgation d'informations privées. Alors ça, moi je suis d'avis que ceux qui font ça, il faut qu'ils aillent dormir un peu à la maca, peut-être 2 mois, je ne sais pas, pour qu'ils comprennent un peu. Hein. C'est trop facile aujourd'hui de se lever parce qu'on est de mauvaise humeur, on est fâché après quelqu'un, de balancer des informations qui sont d'une sensibilité telle qu'elle va nécessairement leur porter atteinte. Atteinte, on va le voir tout à l'heure, impact moral, impact physique. Et bien malheureusement dedans, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça, dont les informations sont divulguées. Donc ceux qui, à longueur de journée, pensent à faire du mal aux autres en balançant des informations, je pense que le législateur doit se pencher dessus pour qu'ils réfléchissent à 2 fois. Parce que quand ça commence là, c'est vraiment un effet domino. Vous ne pouvez plus rattraper les choses. Ça va comme ça. Et ça vous échappe. Vous perdez le contrôle de la situation. Et les impacts derrière, ils sont considérables parce que il y a déjà la réputation
s'éternit. On tient tous ici, et personne ne me dira le contraire, on tient tous ici à notre réputation. Il ne faut pas avoir dit des choses qui ne sont pas vraies sur moi ici. Il ne faut pas avoir relevé telle information ici parce que je ne tiens pas à ce que les autres me voient différemment. On a une image à défendre. Si ces informations sont sorties, bien évidemment, on va avoir des problèmes avec l'entourage. Si je prends par exemple en milieu professionnel, et là, c'est des choses qui arrivent, hein. Si les dispositions ne sont pas prises pour... vous arrivez par exemple en entreprise, vous avez une pathologie particulière, vous êtes obligé de la partager avec, ça peut être le médecin, ça peut être d'autres personnes. Mais comme ces personnes ne sont pas sensibilisées à la protection des données à caractère personnel, ne prennent pas les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité, l'information fuite. Vous imaginez comment vous allez vous sentir dans l'entreprise? Vous ne pouvez même plus rentrer là-bas. C'est problématique. Et tout ça, des fois, et bien malheureusement, ça conduit à des décès, à des suicides. L'exemple que tu Ashley Madison. Ashley Madison, le site Ashley Madison. La particularité du site Ashley Madison, qui maintenant n'existe plus, je crois, c'est que c'était une plateforme d'échange de rencontres, voilà, pour les relations extra-conjugales. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un s'est levé un jour, lui, il a pensé que donc, tous ceux qui ont des deuxièmes bureaux là, je vais faire une plateforme pour eux, et puis ils vont se retrouver là-bas. Donc quand on arrive là-bas, on se pose pas beaucoup de questions, on sait tous pourquoi on est là. Ok, ça partait d'un bon sentiment, hein. Enfin, bon sentiment de guillemets. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a eu une fuite de données de ce site-là. Grosse fuite de données. Dedans, on a vu des noms de personnes à Joe. Des pasteurs, j'ai pas de problème avec les pasteurs, mais c'est ce qui me vient tout de suite en tête, des personnalités qui ont vu leur nom. Mais il y en a qui se sont suicidés. Aussi simple que ça. Non souvent, ça part de rien, et puis ça arrive à ça. Il faut faire attention. Et les mesures, et ça c'est les derniers points sur lesquels je m'étends, les mesures de protection, parce que bien évidemment il faut qu'il en ait, sinon on fait comment, hein? On est ballotté d'ici et là sur Internet, au gré des actions des uns et des autres, il faut qu'on puisse quand même réagir. Et les mesures, elles sont d'abord juridiques. J'ai présenté un peu tout à l'heure le cadre juridique, les lois qui encadrent la protection des données à caractère personnel. Mais c'est, quelqu'un m'a demandé une fois, mais vu le niveau d'intrusion dans la vie privée dans lequel on est arrivé, mais qu'est-ce qu'on peut faire même? Ces lois-là même, ça sert à quoi même? S'il n'y a pas d'intérêt, on est déjà perdu, c'est ce que la personne m'a dit. Je dis, bon, c'est vrai que les lois ne peuvent pas tout faire, mais à minima, elles permettent d'encadrer un peu l'action de ces entreprises-là. Vous avez remarqué, aujourd'hui, tous les sites sur lesquels vous partez, on vous demande la politique de confidentialité. Les cookies, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est devenu une obligation pour chaque entreprise de faire apparaître ça. Pour qu'on sache s'il y a des cookies, il y a des cookies qui sont nécessaires à la navigation, hein. Mais il y en a là, eux, leur travail, c'est d'aller chercher dans votre ordinateur ce que vous faites. Vous voyez? Donc, le législateur demande à ce que ça soit apparent. Maintenant, je vois, je dis ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. C'est quelque part une façon de nous donner le contrôle, hein, sur nos données. Autre obligation de respecter les principes directeurs de protection des données. Bon, sans rentrer dans trop de détails, lorsque vous traitez des données à caractère personnel, que ce soit en entreprise ou ailleurs, il y a des principes à respecter. Une finalité, un objectif clair quand on collecte des données. Mais le consentement, c'est la base légale par excellence. Pourquoi? Parce que le consentement, là, quelqu'un veut utiliser votre donnée à caractère personnel. Il vous demande votre avis. Pourquoi? Parce que ce sont des données qui sont personnelles. Ce sont des données qui sont privées. Si je dois vous les mettre à disposition, il faut que je sache pourquoi. Il ne faut pas je vais le faire, puis demain, seulement il va y avoir des problèmes. C'est ça l'idée, un petit peu. Donc, on a aussi la possibilité de faire des actions en justice. Si on estime que notre image, quelque part, a été... il y a eu une intrusion dans notre vie privée. Voilà. Donc, toutes ces réglementations essaient d'encadrer l'utilisation des données à caractère personnel, essaient d'encadrer la vie privée sur Internet. Mais, surtout, et ça bien malheureusement, comme on ne connaît pas la loi, ça veut dire qu'on ne connaît pas nos droits, parce qu'on en a des droits. Hein, les droits à l'information,
j'en ai parlé tout à l'heure, je te donne mes données à caractère personnel que si tu me donnes des informations claires et précises. J'ai le droit d'être informé sur ce que tu vas faire de mes données. Droit d'accès, aujourd'hui vous allez voir dans les entreprises, vous allez avoir la possibilité d'aller vers l'entreprise et leur dire, mais vous traitez des données à caractère personnel concernant chez vous. Je veux savoir comment vous faites ça. C'est ça le droit d'accès. Et pour l'expérience personnelle que j'ai faite par rapport au droit d'accès, vous pouvez tous le faire, c'est demander un droit d'accès à Facebook. Facebook a l'obligation de vous envoyer un fichier dans lequel on va retracer toute votre activité Facebook. Alors, je vous invite vraiment à aller le faire. Vous allez voir de votre propre yeux. Parce que quand on parle ici comme ça, souvent, vous ne voyez pas, vous ne savez pas l'ampleur de ce fichier. Moi, quand j'ai reçu ce fichier-là, c'était un fichier d'à peu près 400 mégas. Je vous dis que tout est dedans. Depuis la création de Facebook, tout ce que j'ai fait, les likes que j'ai fait, les commentaires que j'ai fait, les photos que j'ai postées, les amis que j'ai ajoutés, les lieux où je me suis déplacé, les messages que j'ai écrits, ceux que j'ai supprimés, même ceux que j'ai supprimés, ils étaient là. Donc, tout ça pour dire que quoi? Nous, à longueur de journée, on m'a... Oui. Je voulais juste savoir, ça m'intéresse de savoir ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre votre contact et puis ça va sur notre site. Dans tous les cas, je vais vous envoyer le lien voilà, pour que vous puissiez y aller. Mais allez-y pour vous rendre compte effectivement de ce qu'il y a comme information là-bas. Ce fichier-là, quand j'ai fini avec, j'ai mis plusieurs mots de passe dessus. Non. Imaginez quelqu'un qui a accès à ça. Parce que nous, le problème c'est quoi? On dit tout à Facebook. Parce qu'on pense que l'écran là, c'est l'écran et nous. Mais derrière l'écran, il y a toute une machine. Des gens qui sont dans leur travail, c'est de lire vos messages. Mais on n'en a pas toujours conscience, en fait. Et les mesures techniques, ça, c'est des mesures vraiment... lorsque vous utilisez l'outil informatique, par exemple, vos géolocalisations de portable, pensez à effacer les historiques, désactiver. Alors là, je profite pour poser la question à qui sont ceux qui ont un iPhone dans la salle? iPhone. Ok, il y a une petite particularité dans le iPhone, puisqu'on est en train de parler de géolocalisation, dans les systèmes, peut-être que je vais vous montrer tout à l'heure, qui sauvegarde pendant 2 mois tous les trajets que vous faites dans la ville, peu importe là où vous allez. Ça c'est dire que ce jour-là, vous êtes arrivé à tel endroit, à telle heure, et puis que vous êtes arrivé en voiture. Alors, je dis ça pourquoi? Tout ça, c'est des conseils. Hein. Celui qui ne veut pas avoir des problèmes, hein, il n'a qu'à aller là-bas, puis il va effacer les historiques. C'est mieux pour lui, parce que ce qu'il doit se savoir risque de se savoir. Les cookies à bloquer, on en a parlé. Les réseaux virtuels privés pour naviguer à l'anonymat dans Internet. En fait, bref, les mots de passe, bon, pas trop m'étendre dessus, mais en fait, il y a toute une série de mesures techniques qui permettent de se protéger sur Internet. Alors, très important, ça, ce sont les derniers conseils. Lorsque vous êtes sur Internet, réfléchissez avant de cliquer. Posez-vous les bonnes questions. Il faut s'informer surtout. On ne sait pas, on utilise tout sans se poser des questions. Il faut s'informer sur les risques, se méfier du gratuit. J'aime bien cette phrase qui dit qu'Internet, sur Internet, il n'y a rien de gratuit. Quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est bon. Voilà, on est en train de vous vendre. Il faut lire avant de cliquer, être prudent sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, toute une série de conseils comme ça. Mais retenez surtout que le premier défendeur, le premier protecteur de votre vie privée, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pour la suite, et là c'est ma dernière slide, on est en train de passer encore à un autre stade, la 5G. Là même on dit tout va être tellement rapide qu'on n'aura pas le temps de voir arriver. Tout va se gérer, tout sera connecté et ça va être l'ère des objets connectés. Là, tu vas régler les choses à distance. Tout. Ouais, mais oui, je suis d'accord. Vitesse de connexion, connectivité massive, haut débit, mais la vie privée. Comment? On a déjà suffisamment de problèmes avec son 4G. Maintenant, on va monter à son 5G. Bon. Là, on a vraiment besoin que les autorités prennent des dispositions pour nous aider aussi.
dernier petit exemple que je donne pour illustrer ça un peu. Il y a eu le cas de WhatsApp et puis ils nous ont donné, ils voulaient nous contraindre à valider leurs conditions d'utilisation de WhatsApp. Et puis tout le monde a consacré, non, c'est pas possible, et tout ça. Bon, déjà, ça, d'un premier point, il y a longtemps, ils collectaient déjà les informations. Bon, ça, c'est autre chose. Mais seulement là, ils voulaient étendre leur réseau de collecte de données. Bon, les gens ont commencé à réagir. Les Européens, leur loi, leur règlement est tellement fort que ça ne peut pas s'imposer à eux. Mais nous, on réagit comment? Comment on fait pour gérer ça? Donc, la 5G va venir, ça sera bien, mais on retient qu'il y aura toujours plus de risques pour la vie privée. Donc, j'ai essayé de faire ressortir. Il y a encore beaucoup d'autres éléments qu'on n'a pas forcément vus ici, mais vraiment, j'ai essayé d'être le plus large possible pour qu'on ait matière à discuter. Discuter parce que c'est la raison de notre présence ici. Les préoccupations que vous avez, qu'on échange, qu'on mette tout ça sur ta pour voir. Je ne vous dis pas qu'on a toutes les solutions, on va vous dire oui, non, c'est ensemble. Autant vous venez apprendre de nous, autant nous, on apprend de vous. Donc, Boris. Déjà avec qu'on applaudisse. Merci beaucoup. Le speech, il a été très bon. Moi, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que vous avez lu la brochure? Parce que déjà, il y a une question de protection des données à caractère personnel. C'est-à-dire qu'il y a la captation vidéo et photo qui est faite ici. Donc, tous ceux qui sont présents, à partir du moment où vous êtes présents à cette cérémonie, vous pouvez pas dire à ce panel-là, à cette conférence, vous acceptez que votre image soit utilisée. Donc, j'espère qu'on est bien d'accord avec le principe. L'image sera utilisée par qui? Par le groupe DPSE. À partir du moment où quelqu'un d'autre utilise votre image, vous avez le droit de venir vers le groupe DPSE pour dire mon image que vous avez utilisée tel jour, il y a telle personne qui était présente qui l'a détournée de son objectif initial. À partir de ce moment-là, le groupe DPSE, je crois, va trouver les moyens pour vous aider pour régler ceci. On a parlé tout à l'heure de phishing. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le phishing parce que c'est quelque chose qui prend très souvent les gens. Moi je connais, il y a des gens souvent sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, ils se lèvent et disent on a piraté mon compte, c'est pas moi qui ai posté la vidéo porno et tout. Voilà, il faudrait bien expliquer. Je vais définir ce type de vidéo. Alors, le phishing, comme j'essaie de l'expliquer tout à l'heure, alors ce sont des gens, des hackers qui sont derrière, qui mettent en place toute cette machination-là pour vous amener à leur donner vos informations personnelles. Vous êtes en relation avec une banque, par exemple, et je me fais passer pour cette banque avec les fichiers de la banque, avec le nom, l'intitulé, tout ça, parce que j'ai déjà l'information d'une certaine façon. Et puis je vous envoie un site web identique, parce que j'ai parlé de phishing, il y a aussi les mails que l'on reçoit d'abord, qui vous envoient aussi sur des sites web. Le site web est identique à celui de la banque. Du coup, on ne se pose pas de questions. Et quand on arrive sur ce site, on va nous demander notre identifiant. On va nous demander notre mot de passe, ainsi de suite. Mais nous, on ne se doute de rien, puisque tout est là comme si c'était l'institution qui s'adressait à nous. Mais c'est ça le risque. Dès lors qu'on commence à remplir toutes ces informations, on tombe en piège. Généralement, il est conseillé d'appeler l'institution pour vous assurer que c'est eux qui ont envoyé ça. Si vous avez un doute quel qu'il soit, appelez pour vous en assurer. Parce que les gens, ils sont là-bas, ils attendent. Donnez seulement. Ça, le phishing. Malheureusement, on ne le voit pas tout de suite quand ça arrive. C'est ça le piège, en fait, avec ce procédé-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Je crois que dans l'Assemblée, il y a plusieurs questions. Il y a des gens qui ont envie de poser des questions. Oui, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Concernant le phishing, il n'y a pas très longtemps, je lisais un truc qui en parlait justement. Et il y a une technique en fait pour pouvoir trouver, en ce qui concerne les sites, le vrai site ou le faux site. Donc, il faut se référer effectivement quand on lit le site. Je donne un exemple. On met groupedpse.com.
Donc, on t'envoie un message qui te dit que Groupe DPSE distribue des téléphones. Et voici le site groupedpse.com. Donc, il faut faire attention au nom de domaine du site. Ouais. Le nom qui est lié au .com, c'est ce nom-là qui appartient au site. Donc, si c'est groupedpse.com, ça veut dire que le site appartient à Groupe DPSE. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire Groupe DPSE distribue des téléphones et ils mettent Groupe DPSE. Pardon, ce qui n'est pas le cas. Pour ne pas faire de publicité, j'ai préféré prendre Groupe DPSE. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Une entreprise. D'accord, StéphaneGrabi.com, non? Donc, vous dites que Stéphane Grabi distribue des téléphones et on vous donne le site stéphanegrabi.chaussures.com. Donc, c'est chaussures.com en fait, qui est le nom de domaine du site. Donc, ce n'est pas Stéphane Grabi. Donc, l'erreur, c'est de voir tout de suite dans le nom. Voilà, dès qu'on voit le nom Stéphane Grabi, on se dit automatiquement c'est. Alors que, voilà, c'est une doublure, c'est pas le site. Donc, ça, c'est une technique pour pouvoir reconnaître. On va aller avec. Je me nomme Mme Besson, responsable d'une agence d'événementiel et aussi responsable d'une agence matrimoniale. Alors, l'activité que je fais nécessite effectivement une véritable protection. Vous avez dit matrimonial? Oui, matrimoniale. Voilà. Il faut que je précise, parce que je suis venue avec beaucoup de cartes de visite pour les célibataires de la salle. Alors, j'ai plusieurs questions. D'accord. La première, c'est que je veux savoir qu'est-ce qui est caché derrière les chaînes du genre fais passer à tes amis, 10 amis, et ceci, cela, ne brise pas la chaîne, s'il te plaît, passe. Je dis, mais c'est qui nous donne des ordres comme ça? Moi, je ne passe pas. Je dis que ça fait quoi? Bon, les gens me disent non, peut-être que ce n'est pas de bonnes personnes. D'autres me disent non, mais c'est l'Ave Maria, il faut faire passer. On ne sait jamais, peut-être que c'est réellement spirituel. Donc, je veux savoir, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Ça, c'est La première question. Et puis, allez-y. Allez-y. D'accord. Donc, je travaille beaucoup avec Facebook, juste pour me faire connaître. Mais le travail que je fais, il est hyper confidentiel. Donc, je ne divulgue pas du tout. Je n'ai même pas de site internet. Le truc, c'est que je me fais connaître, c'est tout. Alors donc, les données, les vidéos que je fais passer sur ma page et tout ça, il se trouve que, à un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est bloqué. Ça dit c'est bloqué, je ne peux plus faire de marketing en fait. Voilà, donc je sais pas ce qui se passe. Voilà, je peux poster, mais ça ne fait plus que ça faisait avant. L'audience a baissé. L'audience a baissé et ils me mettent en bas que je n'ai plus le droit de booster. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mon cheveu bleu. Je dis, bon, vraiment, j'ai besoin qu'on me coach un peu. Voilà, j'ai besoin de vous. Voilà, merci. Un élément de réponse. Tu vas commencer qui est le répond? Monsieur Sylvestre Aferi pour la deuxième question. Oui, surtout pour la deuxième question. En fait, en général, lorsque... D'accord, je suis Sylvestre Aferi, journaliste web, fondateur de Startup Media, social media manager aussi. Voilà. En général, lorsque vous faites des publications Facebook, vous devez être habilité aussi à pouvoir faire des sponsoring. Vous devez avoir certains outils que Facebook donne aujourd'hui pour pouvoir faire des sponsoring. Donc, lorsque vous utilisez Facebook plusieurs fois, et qu'on remarque en fait votre activité digitale, arrivé à un moment, Facebook bloque votre façon de faire du marketing parce que vous ne respectez pas certaines règles. Et il y a certaines publications aussi que Facebook n'autorise pas à sponsoriser et à booster. Donc c'est tous ces éléments-là sûrement qui ont fait que finalement Facebook vous a bloqué. Donc peut-être l'idéal, ce serait de prendre le community manager parce qu'en général les community managers sont plus experts
dans la sponsorisation des publications, la sponsorisation des pages. Mais aujourd'hui, tous les entrepreneurs, tous ceux qui se lancent sur Facebook, eux-mêmes sponsorisent leurs différentes publications. Et ça, arrivé à un moment, Facebook voilà, met des restrictions pour ne pas que ces différentes publications-là puissent être sponsorisées. Merci. Voilà, donc ou bien bah, carrément, parce que si prendre un community manager est cher, vous devez vous former à voilà, parce que c'est confidentiel, ce que vous faites, c'est confidentiel. Effectivement, c'est hyper Voilà, donc confidentiel. peut-être que le community manager va divulguer les informations de toutes les personnes. Donc, si vous-même vous formez dans le social media management, vous pourrez gérer tous ces éléments. D'accord. J'espère que vous trouvez ma solution ici. Je rappelle que nous sommes dans un partage, voilà, en dehors d'Olivier, tous ceux qui veulent intervenir, lorsque quelqu'un pose une question, c'est la possibilité d'apporter une réponse. On va continuer avec M. Affaires. Voilà, donc moi, ma question, déjà, j'ai bien aimé l'exposer, c'était vraiment parfait. On avait voulu découvrir aussi un certain nombre de choses que je ne savais pas. Et tout à l'heure, avant qu'on commence la conférence, je discutais avec Mme Nawa concernant la protection des données à caractère personnel. J'ai l'habitude de travailler avec certaines startups. Aujourd'hui, avec l'évolution du numérique, beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans le digital, développent des solutions pour permettre à tout le monde d'avoir la facilité de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent faire. Donc, à partir du digital, tout le monde peut faire certaines choses. Donc, certaines startups aujourd'hui lancent des solutions qui, derrière, seront sûrement liées à la collecte des données, à la protection des données, tout ça. Donc, moi, je veux savoir, parce qu'à la fin de l'exposé, j'ai vu que le groupe DPSE était agréé par la RDCI et était aussi habilité, si j'ai bien vu, par le FDFP. Donc, ma première question est de savoir si il y a possibilité déjà d'avoir soit un partenariat ou peut-être de pouvoir prêter l'agrément, on va dire, à une start-up qui lance une solution et qui a besoin en fait je ne sais pas si voilà, tu as besoin d'une certaine formation, d'être accompagné dans cette collecte de données de personnes qui vont peut-être utiliser la solution. Ou à défaut de pouvoir organiser des formations pour tous les entrepreneurs qui ont des solutions qui devront, par exemple, collecter des données à caractère personnel de leurs utilisateurs. Alors, vous avez mis le point sur le processus de digitalisation dans les femmes de la première rentrée. Chacun qui sait comment gérer les femmes informatiques crée du site. Il y a un terme technique qu'on utilise dans le jargon qui est le privacy by design. Je veux dire, commencer déjà à traiter les questions de données à caractère personnel au moment où on met en place notre application. Tenir compte d'un certain nombre de points qui concernent les données. Le partenariat avec le DPSE, on le souhaite effectivement, parce que ça nous permet d'expliquer à ces startups-là que oui, c'est vrai, il y a un intérêt aussi que vous avez économique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas arriver à l'intérêt économique si vous n'avez pas géré cette question de demande. Ça va bien à faire. Plutôt que de rétro-pédaler, il faut déjà en amont commencer à circonscrire cette question. Et ça passe évidemment par les formations mais surtout par l'analyse, on décortique l'application pour savoir à quel niveau, quelles sont les applications que nous devons faire. Et après, on met des démarches pour que l'application soit une balance. Soit après, on peut changer. Y a-t-il d'autres préoccupations? Excusez-moi, comme nous sommes dans le mois des femmes, on est. Et c'est bientôt la fête des mères. Oui, c'est dimanche. Voilà. Bonsoir à tous, c'est Kadi Kouadio. Lorsque vous avez évoqué les risques courants, vous avez parlé de l'absence de mise à jour de sécurité. L'absence de mise à jour de sécurité. En ce qui concernait les différents mots de page sur les réseaux sociaux qu'on avait. Moi, ma question est de savoir combien de temps
généralement, on doit changer les mots de passe de nos différents réseaux sociaux. Pendant combien de temps, je ne sais pas, sur une durée peut-être 2 mois ou 3 mois, 6 mois, comment faire en fait? Parce que toi, tu peux te dire que ton code c'est un bon code, mais généralement, on ne sait pas. Souvent, il y a certaines personnes qui arrivent à pirater. Donc, je veux savoir sur la durée pour changer les mots de passe. Ok, je suis Uriel Kouassi, juriste, consultant au cabinet groupe de BSE. Donc, pour répondre à votre question, en fait, lorsqu'on demande de changer les mots de passe, comme vous l'avez si bien dit, c'est par rapport au risque. Donc, il n'y a pas de période pour dire, même un jour, en un jour, une personne peut pirater votre mot de passe. Donc, c'est dire que la périodicité importe peu, mais ce qu'il faut faire, c'est de changer les mots de passe de manière régulière. Soit, si vous voulez, on ne va pas dire 10 jours, parce que 10 jours, ça devient de la paranoïa. Mais peut-être 3 mois, 6 mois, tout dépend de vous. Et voilà, donc c'est l'élément de réponse que je voulais apporter. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ça, et j'ai dit la méthode sur le sujet, et je pense que vous intéressez tous. C'est le lieu pour moi de vous donner des conseils sur ce point particulier. J'ai reçu dans mon mail, déjà j'ouvre le mail, et puis je vois mon nom et mon mot de passe. Bon, déjà j'ai commencé, ça m'a intrigué. Je commence à lire le mail. Monsieur, nous avons pris possession de votre ordinateur. Nous avons installé un logiciel espion qui sait dire exactement les sites sur lesquels vous êtes allé. Nous avons fait des prises de vue de vous en situation compromettante et nous allons diffuser ces informations à vos collègues, à vos amis, si vous ne nous donnez pas tel sort. Déjà, bon, voilà, ça c'est un vrai capote. Ça a commencé déjà. Je continue. N'essayez pas d'effacer, ou du moins ça ne sert à rien d'effacer les informations qui sont dans votre ordinateur. On a déjà téléchargé tout ça. Voilà, ça est avec nous. Si vous voulez des preuves, cliquez oui sur un truc, cliquez dessus. On doit vous envoyer 2 ou 3 photos, mais pas qu'à vous, mais à vos collaborateurs directs. Donc on a les informations, et ce sera à vous de laisser. Là c'est chaud. Je suis resté pendant 25 minutes aux enfants de l'île à essayer de comprendre c'est quoi. Bon, je ne sais pas si c'est par expérience le fait de travailler dedans. Donc j'ai gardé un peu mon calme et puis la vérité, mon visage avait changé. Mon visage avait changé et pour la petite histoire, mon épouse était en face de moi et elle m'a dit mais à quoi? Ah c'est que je suis un peu de ici là. Vraiment, c'est compliqué. Tu sais quoi? Elle vient regarder. Ah. On a eu le réflexe tout de suite de partir à la DITT. Kokotinanga ici. Kokotinanga. Bon, la DITT était fermée malheureusement. Mais on a commencé à faire des recherches, on a commencé à aller sur les sites pour essayer de comprendre c'était quoi. Et je suis tombé sur un site français, site de renseignement, c'est pour ça que je vous donne l'information, qui expliquait que voilà un courrier qui est envoyé à des milliers de personnes. Vous voyez? Le principe c'est lequel? Si toi tu as quelque chose à te reprocher véritablement, tu vas aller cliquer là. Là. Voilà. Parce que sur Internet là, nous tous on sait ce qu'on fait dessus. Ça c'est pas ça le problème. Mais il y en a là, c'est pire. Si, bon, l'exemple que je donne à ceux qui vérifient son tête, on parle de pédopornographie, c'est ça. Mais ça, il y a des textes dessus, mais tu vas aller en prison tout de suite. Alors, je vous donne comme exemple, mais c'est la réalité. Donc, quelqu'un qui sait que, il s'est rendu coupable d'un certain nombre de choses de ce genre,
son premier réflexe, ça va être je veux. Ils vont exposer le je veux. Il va aller. Piège. Moi, ça va que vous escampez. Maintenant, pour revenir au mot de passe, parce que c'est là que tout commence. Comment ils ont fait pour avoir mon nom et le mot de passe de ce pays? C'est une erreur qu'on connaît tous. Sans exception. Peut-être pas les IT, mais tout le reste, on la connaît. Lorsqu'on va sur un site et que le site nous demande de mettre un mail pour entrer sur le site, hein, mais il demande également un mot de passe. On a ce réflexe-là de mettre le vrai mot de passe du mail. C'est ça qu'il faut faire. Parce que quand vous mettez du mail, le vrai mot de passe, celui qui est derrière l'administrateur du site, pour peu qu'il y ait une fuite de données, et moi c'était le cas, je me suis renseigné après, on m'a dit que non, mon mot de passe était dans un groupe de données qui a fuité sur un site. Mais comme c'est le vrai mot de passe que j'ai mis, du coup, mon mot de passe, c'est ça. Il faut faire attention. C'était la petite anecdote. Néanmoins, chaque fois que vous recevez un mail comme ça, courez à la DDD. Ça vous dit dans c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. La DDD, Direction Informatique et Traces Technologiques. C'est en même temps avec la PLCC, Police de lutte contre la cybercriminalité. Merci pour la parole. Je suis Martial Delois, responsable commercial de l'entreprise immobilière. Donc, je suis ami à M. Léon Ranguet. Voilà, donc, avec la pub, tout ça, donc c'est par rapport à lui-même que je venais. Pourquoi je l'ai appelé? Je dis toi, je viens à ta formation pour. Il m'a dit comme ça, je ne suis pas là. Je suis à Paris. J'étais un peu découragé. Donc, il m'a dit vas-y, va écouter. Et je suis venu, j'ai écouté, je suis satisfait. Il y a de la compétence dans le cadre. Donc, moi, ma question, elle est relative aux personnes publiques. Donc, on a parlé de protection des données personnelles. Ces personnes publiques-là, il y a les journalistes qui sont toujours à la recherche des scopes. Donc, quelle est la limite pour ces personnes-là? Parce qu'une fois qu'elles sont devenues stars, qu'elles sont devenues des personnes publiques, des personnes politiques, les journalistes sont toujours à la recherche des scopes, même pas seulement les journalistes, mais les particuliers, ils sont toujours à la recherche des scopes pour ces personnes-là. Quelle est la limite pour la protection de leurs données personnelles en ce qui concerne les vies privées? Merci. Là, c'est une agression, parce que les journalistes sont là aussi. Si tu veux tout ça, il y a un début de réponse à la question, puisque tu as laissé directement. Comme on le dit, en toute chose, il y a des limites. On parle ici de protection des données à caractère personnel. C'est toute information qui permet d'identifier un individu. Donc, si un journaliste se permet de prendre une personnalité publique au volant de son véhicule personnel et qu'on voit la plaque minéralogique, c'est une atteinte à sa vie privée. Parce qu'à partir de cette plaque-là, on peut l'identifier. Même dans votre article de journal, lorsque vous écrivez que vous mettez, voilà, il était au volant d'un Suzuki immatriculé. Voilà, il peut carrément porter plainte. Vous pouvez écrire votre article sans porter à son atteinte. Il s'est rendu, comment dire, à un concert, il a fait un travaillement, comme on dit dans le jargon, il a giflé quelqu'un. Ce sont des faits. Tu rapportes des faits. Mais rentrer dans le détail de tout ce qui est à caractère personnel et vie privée, non, là, il y a une atteinte. Voilà. Mais on apprend tout ça à l'école. On apprend, il y a ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie du journaliste. Celui qui veut faire la presse à scandale, lui, il s'en fout de cela. Mais un journaliste qui ne peut pas rentrer dans ce genre de torche noire, jamais il va se mettre dans ce coup. Donc, comme Boris l'a dit, il y a cette possibilité-là d'intenter une action en justice par rapport à un dommage qu'on aura subi. Généralement ici, c'est l'article 1382 du Code civil sur la responsabilité civile. Maintenant, cet article-là est associé ou est collé, je dirais, un petit peu par des textes un peu plus spécifiques, comme la protection des données à caractère personnel, la loi 2013-450. Et au niveau de la loi sur la cybercriminalité, il y a des annonces qui sont
PCI, lorsqu'il y a des divulgations non autorisées. Maintenant, voilà des cas où on estime qu'on n'est pas dans une violation de la vie privée. Lorsque c'est vous-même qui avez donné l'information. Déjà. Lorsque les révélations sont en rapport avec une œuvre historique, l'histoire, votre nom associé à ça, ça ne vous appartient pas à vous seul. Ça appartient à l'histoire, ça appartient à tout le monde. Donc, dans le cas aussi des informations liées à l'actualité, bien sûr, on fait la part des choses dans cette information, on se concentre exactement sur vous avec des informations qui sont personnelles, mais ça reste des informations générales auxquelles vous êtes associés parce que c'est lié à l'actualité. Maintenant, si vous avez constaté, comme on l'a dit tout à l'heure, que ça vous impacte réellement en tant qu'individu, vous avez la possibilité de mener l'action. Et ça me fait penser à ce qu'on a essayé de trouver un petit peu la jurisprudence sur ces questions de violation de droit à l'image, on n'a pas beaucoup trouvé. On en a trouvé un arrêt, monsieur Kwame contre la CEI. Et la CEI avait utilisé l'image de M. Kwame sur les affiches publicitaires un peu partout, sans lui demander son consentement. M. Kwame qui travaillait justement à l'époque à Zara et au hôtel, il était, je ne sais pas exactement quoi, là-bas. Dans tous les cas, il était dans le cadre d'une mission là-bas, l'égérie plutôt de Zara. Il a porté plainte. Il dit non, mon image se retrouve dans toute la Côte d'Ivoire sur toutes les affiches. Je n'ai pas donné de consentement. Bon. Là, moi je dis qu'il a eu du courage, maintenant de parler de la CEI. Voilà, tu as élevé tous ceux contre la CEI qui utilise ton image. Mais il a eu gain de cause. Parce que la CEI dit que c'est une image qu'elle est allée chercher sur une banque de données à Internet. Mais même cette banque de données, ces images sur Internet, il y a des licences. On ne sait pas toujours. On prend l'image, il y en a qui sont gratuites. Hein. Et là, il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres, il faut, là tu me diras si je me trompe, mais il faut respecter, il y a une licence en fait. Et c'est ce type d'image-là que la CEI avait utilisé. Donc le législateur a dit, mais non. Là en particulier, j'aurais dû demander l'avis. Mais ça a apporté ses fruits puisqu'il a rapporté 15 millions. 12 millions. Mais ça c'est un cas rare. Je ne sais pas comment il a. Il y a les caméras qui sont branchées partout. De toute façon, nous sommes filmés. Que faire par rapport à ce groupe? Là, on rentre vraiment dans le cadre. Ah, bon, il y a une contribution déjà avant que je me prononce sur le sujet. Henri Kwasi, je suis ancien de la politique, d'abord, je vais dire ça. Vous êtes ancien de la PCC, ancien de la police scientifique. Ah, si vous trouvez les oreilles. Assistant de communication. Ces caméras-là, c'est tout pour vous surveiller, c'est votre sécurité. D'abord. Et puis aussi, nos missions, quand on a combien de délits, vous payez vos droits. Donc on peut enquêter sur on peut servir de vos pouvoirs opérateurs techniques sur la internet Orange et puis le cahier vous appelle ou SMS et puis pour essayer comme vous l'arrêtez. Puis non, on a eu récemment la dame qui a le poste là. Oui, on a connu ce conseil. Avec arrêté voilà. C'est que dès que vous combien de vous payez vos droits, vous avez accès à vos données. Ok. Vous avez vu dans la réponse donnée par M. pour citer un délit, vous perdez vos droits. Et là, c'est l'autorité publique qui prend le relais et qui commence. On a parlé tout à l'heure, c'est des cas d'obligation légale. Je pense que ça va être facile. Mais, la question que vous avez posée, je reviens dessus, c'est vidéos qui sont installées partout. C'est ce qu'on appelle ça la vidéo verbalisation. Donc, elles sont censées capter votre image, généralement le véhicule. C'est par rapport à ça, la défense routière. On capte l'image, on capte la plaque, et on sait tout de suite. Dans ce cas de figure, ils ont communiqué dessus. Je crois.
on peut monter dessus. Mais bien avant ça, on considère toujours des caméras un peu partout dans la ville, pas trop. L'idée, en fait, on est amené à collecter des données, même si la personne n'a pas besoin de donner de renseignements, on doit pouvoir l'informer sur ce qui va se passer. Je pense qu'on a tous reçu cette information sur le site. On a plus d'éclaircissement avec ce que monsieur a dit. L'erreur de bien l'intervention de police. Ce n'est pas forcément pour nous surveiller, même si ça peut l'être. Mais derrière ce qu'on retient, c'est que ça nous aide à régler tous ces problèmes. C'est pas que l'opérateur doit donner l'opérateur doit en obligation de donner pour référence. Oui, là on va en obligation de donner de justice. Et là, ça n'a rien à voir avec les gens qui disent je connais quelqu'un MTL pour pouvoir te tracer, prendre tes numéros là. Dès que quelqu'un te dit non, j'ai ton répertoire, appeler un ami à MTL m'a tout donné, ou pas de justice. C'est pas légal. Ce que Boris dit, c'est tellement vrai, parce que par le passé, je ne sais pas, peut-être que ça l'est encore, je ne sais pas, mais il y avait la possibilité, dès lors que vous connaissez quelqu'un, vous dites une société de téléphonie, de lui dire ah, Joe, et puis il te balance, mais très ce qui a été acheté. C'est même très dangereux. C'est pas légal. C'est même très dangereux. Nous, là, on a un portable, on ne se cache pas pour écrire des messages. Voilà. Donc, quelqu'un va faire ressortir ça, c'est un problème. Bonsoir, monsieur. Je me présente Gabriel Emmanuel, journaliste d'entreprise stagiaire. D'abord, commencer, très belle présentation. Mais ma première intervention concerne ce papier. Vous avez parlé dans votre présentation de WhatsApp avec les nouvelles conditions générales d'utilisation. Oui. Ces nouvelles conditions générales d'utilisation ne donnent pas le choix d'accepter ou non. Ne donnent pas le choix d'accepter ou non. Ici, vous nous dites que nos informations seront recueillies et on n'a pas le choix d'accepter ou non. Non, j'ai cessé. C'est vrai que vous nous donnez un droit d'accès, un droit d'opposition. Ouais. C'est super, mais vous ne pensez pas qu'on devrait avoir le choix de la société? Vous avez un droit d'opposition. Dans la liste des droits que je cite, vous avez l'invité que je l'ai retenu. Vous avez un droit d'opposition. Le droit d'opposition qui vous permet de dire de refuser qu'un traitement vous permet de refuser qu'un traitement que vous donnez à la personne. Là, en l'occurrence, on vous a informé de façon claire et précise que vos images vont être collectées. Il va y avoir des prises de vue. L'information est à deux niveaux. Pour la prise de vue déjà, ensuite pour la publication derrière. Donc, quand vous êtes assis là, vous êtes informé. On essaie de vous donner l'information avant de commencer. On n'est pas venu la donner après. Donc, du coup, et on vous informe même au moment où on vous donne qu'il faut prendre connaissance. Vous avez le choix. Si vous estimez, même si c'est après, que vous estimez, comme vous êtes en train de poser la question, que vous ne voulez pas apparaître sur nos fichiers vidéo et photos, vous le signalez. Auquel cas, on prend vos références, on sait que sur notre liste, voilà telle personne qui ne veut pas apparaître. Dans ce cas, on prend les dispositions pour que vous n'apparaissez pas sur ces photos. Ensuite, derrière, vous aurez tout à fait le droit de dire que vous avez utilisé des images sans que j'ai réellement donné et puis, on consulte. Donc, c'est ça. Le droit d'opposition, il est toujours valable. On vous informe que le monsieur dit je veux ou je ne veux pas. On n'a pas fait une collecte individuelle de consentement. C'est informé. J'aimerais vous poser une question. Vous avez parlé des données personnelles des personnes décédées qui n'avaient pas de protection, puisque la définition concerne les personnes physiques. Vous ne pensez pas qu'on devrait
la définition à eux, peut-être ne serait-ce qu'un temps. Parce que vous avez parlé de Facebook par exemple, où souvent quand il y a des personnes décidées, vous avez parlé des informations qui sont recoupées. Quand il y a des personnes décidées, il y a des gens qui font des publications, et souvent on constate que on retrouve ces personnes décidées dans une suggestion par exemple. Je vois. Et c'est une problématique très intéressante parce que c'est vrai, ces personnes sont décidées, il n'y a pas de disposition légale propre à ces personnes décidées, mais ça reste des informations personnelles de personnes. Vous voyez? Et c'est plutôt là que ça se joue. Donc, toute personne qui estime que l'information qui a été publiée lui porte préjudice peut mener l'action par rapport à une action en réparation. Il n'y a pas un texte qui dit que les données des personnes décédées sont traitées de telle façon. Peut-être qu'il faut y penser, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Sur ce point même, Facebook donne aujourd'hui la possibilité, voilà. Facebook donne la possibilité de léguer en griffe votre compte Facebook à quelqu'un en cas de décès, automatiquement. Un genre de testament avant le. C'est ça, c'est une contribution. Ok. En fait, par rapport aux personnes décédées, il y a la loi ivoirienne qui donne la possibilité aux ayants droit de ces personnes-là de pouvoir demander aux responsables de traitement, notamment la personne qui a publié les données de ces personnes, une mise à jour. C'est-à-dire la personne a publié certaines informations sur un de vos parents et vous voyez que cette personne est décédée, la personne qui a publié ne l'a pas signifié. Donc vous signifiez au responsable de traitement. Par exemple à Facebook, vous pouvez écrire à Facebook pour signifier que, je pense qu'ils ont mis en place un formulaire ou je ne sais pas quoi, vous pouvez leur signifier que tel parent est décédé, donc qu'ils prennent les dispositions peut-être pour retirer certaines informations, ainsi de suite. C'est uniquement à ce point-là que la loi est intervenue. Le droit à l'oubli, qui est là à l'article 6 de la loi, le droit à l'oubli qui veut que, à terme, des informations qui peuvent faire passer par la justice, imposer aux administrateurs de justice de les effacer. Vous me direz, il n'y a rien qui se passe sur Internet. Je suis d'accord. Je crois que je peux le lancer. Mais vous pouvez quand même saisir l'autorité de protection, c'est son rôle, l'autorité de régulation, va procéder à ce qu'on appelle un déréférencement de l'information. En gros, quand vous tapez le nom sur Google, ça va plus s'afficher dans les premières pages, ça va aller peut-être à la 50e page, ce qui va là. C'est ça le principe. Jusqu'à ce que ça se classe, ça peut s'encadrer aussi. Pour finir, j'aimerais avoir votre avis sur le capitalisme de surveillance. Parce que j'ai enregistré à Région Mémoire sur l'hypothèse de la commercialisation des données à caractère personnel. Et dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes, des Américains, des Français et tout ça, qui œuvraient, qui luttaient pour une commercialisation des données à caractère personnel, une appropriation des données à caractère personnel. Donc une sorte de mutation qui sortent du droit de la vie privée pour venir vers les droits patrimoniaux. Alors là, ça c'est un sujet qui est assez sensible parce que qui dit capitalisme de surveillance dit utilisation, vente en fait des informations liées à notre personne, à notre intimité, à nos émotions, à notre vécu. En temps normal, on a parlé là d'un droit pas fondamental, celui de la vie privée. Ça ne devrait pas se vendre. On ne devrait pas pouvoir se faire de l'argent dessus. C'est d'ailleurs pour ça que ces sociétés-là, jusqu'à présent, n'en parlaient pas. C'est maintenant avec les emplois qui ont été mis en place qu'on trouve ceux qui sont les personnels. Est-ce qu'il y a beaucoup de fonctions? Alors, il y a, par rapport à ce que vous avez dit, il y a des entreprises même qui se sont dit, mais tant qu'à faire, autant créer une application pour aller aux gens de vendre leurs données. Au moins, tu es conscient que tes données sont utilisées par quelqu'un d'autre et on te paye quelque chose. Parce que là, en l'occurrence, on ne paye rien pour l'utilisation de nos données. La question est encore débattue en ce moment. Mais l'ère dans laquelle on est entré, je pense que quand on marche arrière, ça va aller crescendo même.
est-ce qu'à un moment donné, on va pas s'arrêter pour dire, bon, dans quel cas on sait qu'on ne peut rien faire par rapport à ça, mais ce que vous utilisez là, vous faut aussi quelque chose dessus. Sur la question, c'est ça, à un moment donné, d'être propriétaire de ces données, d'être en mesure de les vendre ou pas. Il y a une proposition. Oui, en fait, je voulais juste ajouter que même si en Côte d'Ivoire, ce n'est pas prévu, normalement en Europe, il y a vraiment cette possibilité-là de commercialiser les données. Mais si vous voulez, c'est encadré. C'est-à-dire, on va vous demander au préalable d'anonymiser les données de telle sorte qu'on ne puisse pas remonter vers la personne concernée, par exemple. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout prévu. Alors, Alifa Boni, juriste du groupe TPSE, Madame Luce, on sur une information importante, l'anonymisation. L'idée, c'est quoi? C'est un procédé qui permet de cacher une information et de faire en sorte qu'on ne puisse plus revenir à ça. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'avec, on ne s'en pas là, mais ces connexions de fichiers à n'en plus finir, avec des données qui sont anonymisées. Avec seulement votre numéro de téléphone, je peux peut-être savoir de quel bord politique vous êtes. Parce que ce numéro de téléphone, quand je vais rechercher sur Internet, c'est associé à une liste d'un parti politique. Vous voyez? Ça me donne une information sur ça. Une petite information. Et ça me permet d'avoir une certaine information. Donc la question de l'anonymisation est en train de poser problème aujourd'hui. Voilà, c'est la question. Une question, c'est concernant les démarches. Frédéric, avant ta question, je crois qu'il est presque 20h, on va prendre 2 personnes. Dans l'espace européen, la question de la protection des données, les données elles-mêmes sont des droits extra-patrimoniaux. Donc, eux ne conçoivent pas le fait de vendre des données. Alors que dans la conception américaine, là-bas, c'est le capitalisme. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut de ces données. On a une libre disposition sur ces données. Et on a de plus en plus d'entreprises, par exemple les data brokers, qui se spécialisent dans la collecte et la commercialisation des données des individus. Donc aujourd'hui, vous par exemple, vous pouvez aller vers un data broker, vous leur dites, bon, moi j'ai des données au niveau, je prends un exemple, au niveau de mon université, au niveau des comportements des étudiants vis-à-vis de tel ou tel produit, et que je peux vous les mettre à disposition moyennant telle somme. Et généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a une autre conception, par exemple, sur la question de la protection des données, par exemple en Chine, où j'ai lu un article là-dessus, où là-bas, les données n'appartiennent pas aux individus, vu qu'ils ont une conception communiste. Mais encore que, excusez-moi si je me rappelle qu'il y a une loi récemment. Il faut distinguer la personnalité publique en tant que personnage public dans ses fonctions, dans l'exercice de ses fonctions, et puis le personnage public dans sa vie privée. Donc il faut faire une distinction. Si par exemple on a un ministre qui est dans l'exercice de ses fonctions et que vous faites des prises de vue de ce ministre, puis vous retranscrivez une cérémonie à laquelle il a participé, là on ne peut pas vous en tenir rigueur d'avoir donné un certain nombre d'informations. Mais si par exemple le ministre se retrouve dans sa résidence secondaire à Assini et que là vous partez faire un reportage sur lui, vous faites une photo de ses enfants, de sa famille, de son yacht, de son hors-bord et tout, là il a mesure de vous poursuivre parce que vous n'avez pas distingué le caractère public du caractère privé, voilà, de sa vie privée. Bon, c'était une petite contribution. Merci beaucoup. Leur échapper parce que cette petite information que vous avez donnée là, grâce au SAVI, ils vont les collecter. Et où ils collectent dans Ah, il y a des statistiques. En fait, on travaille depuis 2 ans sur un projet pour récupérer toutes les informations des startups en Afrique. Donc, il suffit de donner le nom
du magazine, par exemple, comme le scrapping, et puis automatiquement, on a en moins de 5 secondes l'information pour les start-up de façon très structurée selon le développement en analyse. Monsieur a parlé aussi sur ce qu'on a fait du scrapping, donc c'est même pas Monsieur a parlé, ça c'est le. Mais c'est pas vraiment des données à caractère personnel parce qu'il a rendu vraiment. Monsieur a parlé tout à l'heure des data. C'est vraiment les marchands de données, c'est le nom. Leur travail, c'est d'aller récupérer les données des gens et puis aller vendre ça à ceux qui en ont besoin. Mais comment ils font pour récupérer toutes ces informations? C'est la procédure. Les scrapping, les votes, les big data, tout ça. Eux, leur travail, c'est ça. Ils font rien d'autre. Ils récupèrent. Le scandale qu'il y a en ce moment, peut-être que vous avez vu l'émission française concernant le data work qu'on avait Fibia. Fibia s'intéresse dans le domaine de la santé. Et leur procédé, c'est quoi? Ils ont une application qu'ils ont donnée à toutes les officines de pharmacie en France. Mais le problème, c'est que cette application-là collecte toutes les informations des clients qui viennent, sans que ce soit une soin correcte. Et ces informations-là remontent à Fibia qui les vend. Doctissimo. Vous connaissez Doctissimo? Le site Doctissimo. On va, on renseigne Doctissimo. Non, j'ai mal ici. Non, je suis enceinte. Non, j'ai mal au pied. On renseigne ces informations-là avec le profil et tout ça. Mais récemment, ils ont été épinglés parce que toutes ces informations qu'on met sur le site Doctissimo, en fait, il est récupéré, c'est analysé, c'est catégorisé et c'est vendu sans qu'on ne le sache. Donc ça, c'est la fake. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont des risques pour notre vie privée. Mais là, ce que je veux que vous reteniez, c'est le fait que celui dont dépend vraiment la protection des données à caractère personnel, c'est chacun. Chacun d'entre nous, on est le gendarme de nos données. C'est nous qui savons ce qu'on collecte, ce qu'on met sur les sites. C'est à nous de faire attention. Quand vous allez pouvoir un recruteur, et ça je vois dans la discussion, quand vous allez pouvoir un recruteur, généralement quand on arrive, on est tous contents, hein, on est en costume, on est bien, on est beau, on s'assoit, on parle. Le recruteur il fait quoi? Et ça maintenant c'est lui systématique. Il va le regarder sur LinkedIn, bien sûr. Là-bas aussi on est toujours. Hein, c'est nous, on fait des conférences, etc. Mais il va les regarder, on est couché dans le caniveau dans Facebook. C'est là que le problème va se poser. Or, c'est une photo qu'on a postée peut-être il y a longtemps. C'est une photo qu'un ami a postée sans lui demander de l'autorisation. Aujourd'hui, ça n'est pas parce que on est en train de. C'est la toute évidence. On sent qu'on analyse la personnalité. Si tu passes ton temps à travailler dans les bars, dans les casinos, ton costume, pas plus que rien faire. Attention, c'est qu'on donne. Avec les amis, on soit ce que je pense. C'est pour ça qu'on commence à se protéger nous-mêmes, à la loi derrière vient nous aider par rapport aux menaces qu'on ne peut pas gérer. C'était. D'accord. On va ensemble ovationner M. Olivier Siab. En 5 minutes, on a épluché la question. On a parlé de la protection de la vie privée sur Internet. Il nous a présenté le sujet, il nous a parlé des enjeux du cadre juridique, des menaces que nous encourons sur le numérique, des risques et surtout des mesures de protection. N'oubliez pas, la première personne qui doit se charger de notre protection, c'est vous-même. Merci et au prochain rendez-vous du vendredi des données personnelles. Merci. J'oublie, vous avez des fiches devant vous, n'oubliez pas de les remplir. N'oubliez surtout pas de remplir les fiches. Dans un groupe sur lequel j'interviens, j'ai vu l'affiche concernant une formation qui traiterait des données personnelles. Et en ce 21e siècle, on voit que pratiquement tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on en fait véritablement? Qu'est-ce qui se passe
avec tous ces sites qu'on utilise gratuitement. Donc il y avait tellement de questions qui trottaient dans la tête que j'ai décidé de participer. Et là, je suis venue et j'ai vraiment aimé la qualité de la formation. Et il y a une erreur même que moi je faisais et aujourd'hui je me suis rendu compte que par cette erreur que j'ai l'habitude de faire, je pouvais me faire tracer un peu partout. Je partageais mes données sans le savoir. Et j'ai vraiment été satisfaite et j'espère revenir bientôt pour d'autres formations avec la DPSE. Merci. Donc je tenais à participer à cette formation sur la protection des données personnelles. Et aujourd'hui, j'ai appris ce que c'est qu'une donnée personnelle. C'est toutes les informations qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Et je crois que j'ai appris beaucoup sur la protection des données personnelles. Et désormais, je vais faire attention notamment sur les réseaux sociaux, sur tout ce que je partage. Et je crois que celui qui a donné la formation est une personne de qualité. Et je souhaiterais pour le thème prochain qu'on puisse aborder la problématique des données personnelles, la protection des données personnelles dans une entreprise immobilière. Donc ça serait assez productif pour nous autres afin qu'on puisse avoir des informations. Merci. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, surtout sur le domaine des données à caractère personnel. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est plutôt la collecte des données par rapport aux applications et aux nouvelles solutions qui sont mises en place par les startups. Parce qu'aujourd'hui, les startups, avec l'avènement du numérique, développent beaucoup de solutions qui permettent de faciliter le quotidien de beaucoup d'utilisateurs. Cependant, beaucoup d'utilisateurs aussi ignorent que par derrière, ces startups-là et ces solutions-là collectent certaines données. Donc, moi, pour ma part, et c'était dans les questions que j'ai posées, c'était un peu cela, c'est de savoir concrètement, est-ce que certains porteurs de projets ou bien certaines startups aujourd'hui, lorsqu'elles développent ces solutions-là, peuvent ou sont au courant qu'elles doivent mettre en place des systèmes de protection des données qu'elles collectent ou des confidentialités autour de ces données qu'elles collectent là. Donc ça a été vraiment un moment enrichissant pour moi et je pense pouvoir me faire fort d'être le relais auprès de ces startups-là quant aux différentes solutions qu'elles devront proposer pour les différents utilisateurs aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que le magazine, en fait, le magazine que nous mettons en place, c'est un magazine qui fait la promotion des startups, mais en même temps aussi éduque à l'entrepreneuriat. Et comme je l'ai dit, avec l'avènement du numérique, il y a beaucoup de startups aujourd'hui, il y a beaucoup de porteurs de projets, d'entrepreneurs qui se lancent dans des solutions pour voilà, des solutions qui par derrière collectent des données à caractère personnel de certains utilisateurs. Donc à travers notre magazine déjà et à travers notre site internet aussi, nous aurons cette possibilité-là de pouvoir informer ces porteurs de projets, ces entrepreneurs qui développent ces solutions-là, de penser aussi à la protection des données à caractère personnel de tous les utilisateurs de leurs différentes solutions. Cabinet groupe DPSE, DPSE Data Privacy Solutions Expert. On est un cabinet spécialisé dans la protection des données à caractère personnel. Le premier cabinet en Côte d'Ivoire spécialisé dans la protection des données à caractère personnel. Alors nous avons mis sur pied un concept qui est celui du vendredi des TCP, le vendredi des données à caractère personnel. L'idée pour nous était de créer un cadre d'échange au-delà même des restrictions des entreprises pour que chacune des personnes concernées puisse venir s'instruire sur la problématique des données à caractère personnel. Cette édition a porté sur la protection de la vie privée sur Internet. C'est un sujet qui est relativement délicat et on a pu le voir par rapport à l'actualité de ces derniers temps, ces dernières semaines, les informations qui sont rendues publiques et qui concernent la vie privée de personnes et ces informations qui ont un impact justement sur la vie de ces personnes. Internet a un peu une jungle. Il est indispensable que des dispositions soient prises aussi bien au niveau personnel ou au niveau des institutions étatiques, des lois, pour que nous, utilisateurs, soyons protégés. Et c'est ce que nous avons vu au cours de cette séance d'échange. Chacun des utilisateurs a présenté des cas qui étaient propres à lui. Nous avons débattu sur ces sujets-là et nous avons essayé d'apporter notre pierre à l'édifice des recommandations à suivre
qu'on est sur Internet.